Venez, venez, venez nombreux. Je vais chercher mes petits pince-pinces. Il fait chaud, hein? Un petit peu, oui. Alors, on va attendre que ça se remplisse un petit peu. Ça va, vous avez déjà mangé? Non. Moi non plus. Lui, oui, oui. Tiens, mange. Venez, venez pour la conférence avec Benoît Aleman. Venez sur la grande scène. On va parler de théâtre, on va parler de doublage, on va parler de jeu. Comment on fabrique un jeu, comment on fait un doublage. Si ça vous intéresse. Bien sûr. Je vois des personnages étranges au premier rang. Ils ont des cornes. Ça a poussé pendant la nuit? Est-ce que vous êtes content d'être là? Ouais. Est-ce que vous êtes content de le voir en vrai? Ouais. Ah, ça c'est bien. Il n'est pas monstrueux, hein, ça va. Non, tout gentil en plus. Il mange personne, alors vous pouvez venir vers nous et on va pouvoir commencer du coup notre petite conférence. Est-ce que nos amis ont un micro pour poser des questions? Tout à fait. Donc on aura un micro après au niveau de la régie pour poser des questions. Donc le public, hein, retenez bien, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser directement et il vous répondra en live. Je pense qu'on peut commencer. On y va, allons-y. Alors je vais commencer par mes petites questions à moi, parce que quand même, je suis aussi impressionnée que vous de l'avoir à côté de moi, d'être avec lui sur scène. C'est un grand honneur déjà, merci. Et donc j'ai aussi moi-même préparé mes petites questions, parce que je m'en pose, hein, comme vous tous. Et donc ma première question serait, est-ce que vous pourriez nous décrire dans les grandes lignes votre parcours? Mon parcours, c'est un parcours de comédien. J'ai commencé ce métier, j'avais 17 ans. J'ai suivi des cours de théâtre à l'École nationale de Strasbourg dans les années 60. Vos grands-parents venaient juste de naître, en quelque sorte. Et puis voilà, et après je suis allé à Paris et j'ai commencé ma carrière de comédien, surtout au théâtre, parce qu'un comédien, avant tout, c'est fait pour être sur un plateau avec du public. Après, il y a le plateau pour la télé, pour le cinéma ou le plateau pour le doublage, mais là, il n'y a pas de public. Et là où on est le mieux, pour nous les comédiens, c'est quand même sur une scène de théâtre. Voilà. Et ça fait donc 60 ans cette année que j'ai commencé le théâtre. Bien. Et je continue, hein, je continue. Voilà. C'est l'essentiel, on vous veut encore. Mais donc du coup, dans votre parcours, vous avez fait une partie de vos études à Strasbourg. Oui. Et alors, quel souvenir gardez-vous de votre passage dans cette capitale alsacienne? Et est-ce que l'Alsace vous a plu? Alors d'abord, moi j'ai toujours vécu à Nancy, en Lorraine, et ma mère était alsacienne. Donc, entre Nancy et Strasbourg, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a un tunnel à passer, c'est par Saverne. Et ma grand-mère était de Mulhouse. Donc je suis 50% alsacien. Et à midi, là, je viens de boire un petit sylvaner qui était très bon. Ah, voilà. C'est l'essentiel. Voilà, bien sûr, attendez, non mais j'adore l'Alsace, Alsace-Lorraine. Je trouve que l'Alsace est une des provinces de France où vraiment on a gardé les plus belles traditions, comme on les retrouve intactes en Bretagne, ou dans l'arrière-pays en Provence, ou dans les Landes. Voilà, il faut garder les traditions comme ça, c'est super. J'espère que vous êtes fiers, hein, du coup. Voilà. Quand même, vous contribuez à ça aussi, hein. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière de théâtre à Strasbourg et on faisait des tournées théâtrales dans tout l'Est de la France. Alors Saverne, Agneau, Colmar, enfin bon, toutes les villes de l'époque où il n'y avait pas encore de grands théâtres modernes comme maintenant, où c'était des petites salles, des salles de chez Monsieur le curé, ou des salles de cinéma qui étaient transformées en théâtre pour un soir. Et on arrivait avec tout, avec les décors, avec les projecteurs, et c'était une époque assez formidable. Voilà. Bien, merci du coup pour le parcours. Ça aidera peut-être certains à se projeter, on ne sait jamais, hein. Ça peut toujours être... Voilà.
Alors du coup, justement, donc vous êtes une voix quand même célèbre, une voix française célèbre pour nous. Quel effet ça vous fait d'entendre votre voix, mais de voir quelqu'un d'autre à l'écran? Attendez, d'entendre ma voix dans la bouche de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Exactement. Mais je le sais puisque c'est moi qui l'ai fait. Quand j'entends Morgan Freeman, alors, d'abord, je ne regarde jamais un film que j'ai doublé. Pourquoi? Parce que on n'est jamais toujours satisfait de ce qu'on fait. Il n'est pas question de se critiquer tout le temps, ça serait injuste de le dire. Quelquefois on se trouve bien, mais c'est toujours gênant de s'entendre. Et puis moi, ma voix, je la connais depuis tout petit, je connais mes défauts, donc ça me suffit. Ce qui compte, c'est ce que le public, lui, ressent. Et quand vous me dites que, comme beaucoup d'autres personnes ici dans cette convention qui viennent me voir et me disent « Monsieur, votre voix a bercé mon enfance », moi je suis heureux de leur avoir apporté du bonheur, tout simplement. C'est comme le boulanger à qui on va saluer son travail tous les jours en disant « Qu'est-ce qu'elle est bonne, votre brioche ?» C'est la même chose, vous savez, c'est le bonheur. C'est tout simplement du bonheur. On est heureux d'avoir apporté du sourire. C'est notre métier de comédien. Voilà. C'était très beau. Donc du coup, vous ne regardez jamais les films? Non, c'est très rare. Oui, j'imagine. Et quelles contraintes est-ce que vous pouvez rencontrer quand vous faites des doublures? S'il y en a... Quel obstacle? Oui, quel obstacle? Qu'est-ce qui... Des obstacles quand on participe à un doublage, c'est l'obstacle de la langue. Le doublage est fait pour faire en sorte qu'une œuvre américaine, australienne, japonaise, d'un réalisateur, d'un auteur de ces pays, soit transmise en langue française. On sait que dans une adaptation, il y a toujours quelque part une trahison, parce que les mots n'ont pas toujours le même sens. Et il faut trouver l'équivalent, dans une phrase humoristique américaine, il faut trouver l'équivalent dans l'humour français. Mais si on reste trop dans l'humour français, on a détruit l'humour anglo-saxon. Donc c'est un problème d'adaptation, c'est le travail des adaptateurs. Et quelquefois on a du mal. Mais on est obligé de se plier, et de se plier surtout à ce que le comédien ou la comédienne fait à l'écran. C'est-à-dire que s'il sourit, il faut sourire d'un même sourire. Quand il respire, il faut avoir son même rythme de respiration. Mais quand quelqu'un sourit, ça veut dire qu'il est heureux. Et il faut savoir pourquoi il est heureux. Et il faut ressentir ce même bonheur. En fin de compte, il faut bien connaître le scénario que l'on a à interpréter, enfin, le rôle qu'on a interprété, car on ne peut pas faire autre chose que ce que le comédien ou la comédienne étrangère a fait. Et ça, c'est la difficulté. Alors bien sûr, on apporte un petit peu de nous-mêmes. Moi, j'apporte ma voix, elle est ce qu'elle est. Morgan Freeman n'a pas tout à fait la même. Bon, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est, en fait, être au service de l'acteur que vous doublez. Vous n'avez pas à prendre le pas sur lui, être plus fort que lui ou moins fort que lui. Il faut faire ce qu'il fait. Ce n'est pas un travail de caméléon, et ce n'est pas du karaoké. Parce que quelquefois, j'entends dans des conventions des garçons, des filles, même des adultes qui disent « Ah, mais vous faites du karaoké. » Eh, oh, mon œil. Non, c'est pas du karaoké. Pour faire du doublage, il faut être comédien. Il faut savoir jouer des pièces, jouer des rôles. Et jouer des pièces, jouer des rôles, c'est d'abord avant tout être comédien au théâtre. Et l'acquis qui nous vient par cette expérience du théâtre, on le transmet dans notre interprétation de rôles au cinéma. De rôles qui ont déjà été joués. C'est ça la difficulté. Et on ne peut rien changer, on ne peut pas changer une image. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, un réalisateur franco-anglais, ou anglo-français, pardon, a fait une petite série tournée en Irlande. Il est venu en France pour faire la version française. Et il nous a dit j'aime pas le doublage. Déjà, ça commençait mal entre lui et nous. Et puis bon, ça y est, il a compris qu'on était des gens sérieux. Et moi, il me demande d'être moins violent dans le doublage que j'allais faire du personnage qu'il m'avait donné. Et ce personnage, c'était un pasteur anglican qui n'arrêtait pas de vociférer, de crier, de hurler, etc. Et il me demandait d'être moins violent que lui. Je dis, mais je ne peux pas être moins violent que lui. Regardez la tête qu'il a à l'image. On le voyait vociférer, ouvrir la bouche, faire des grands gestes. On est obligé d'avoir la même force, le même volume de voix, la même gestuelle que le comédien que l'on double. Autrement, j'aurais fait une petite voix comme ça. Un monsieur qui gueulait tout le temps. C'est pas possible.
Cet exemple, je le donne parce qu'on est obligé de faire ce que l'acteur que nous voulons a fait. Voilà. Donc c'est Et vraiment j'ai été assez clair. Oui. Parfait. Ça a l'air. Donc c'est vraiment une adaptation à chaque personnage. Voilà. Oui. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes que vous avez doublées, comme Non. Morgan Freeman? Jamais. Non. Cette année, j'aurais dû travailler avec Morgan Freeman lors du débarquement en Normandie, les 75 ans du débarquement, car un grand projet avait été monté pour que sur la plage de la Beach, il y ait, avec le grand orchestre d'Amsterdam, il y ait Morgan Freeman qui racontait le débarquement américain et moi je faisais la version française. On aurait travaillé, on aurait snatché l'un l'autre. C'était un grand, grand bonheur pour moi de le rencontrer. Puis j'aurais eu la trouille aussi. Parce que côtoyer un monsieur de cet acabit, c'est très émouvant. Et puis le projet n'a pas pu se faire parce que je crois qu'il est un petit peu fatigué. J'ai beaucoup regretté. Il n'en demeure pas moins que je vais lui envoyer un mot pour tout simplement lui dire l'admiration que j'ai pour l'homme qu'il est. L'homme en tant que comédien, mais l'homme aussi sur le plan d'un homme, la vie de tous les jours, le citoyen américain qui se bat contre le racisme, contre la pauvreté, contre etc. C'est un très grand monsieur. Voilà. Donc je dirais, monsieur, je vous aime. C'est tout. C'est vraiment gentil pour lui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que justement, ouais, je pense que vous êtes fiers du coup quand même de pouvoir représenter ces acteurs-là en tant que voix française? Bien sûr, oui. Même si... Oui, c'est un grand honneur d'être la voix. Ça va faire, depuis 1992, je crois qu'il y a 4 ou 5 films que je n'ai pas fait, autrement j'en ai fait à peu près 45. Et la semaine prochaine, je vais en doubler un, qui ne sera d'ailleurs diffusé qu'en DVD. Et au mois de juillet, un autre qui sortira en salle, en grande salle, et dont le titre m'a échappé. Voilà. Mais il continue toujours à 82 ans à tourner. Mais bien sûr, d'être de plus en plus avec l'âge, ce sont des rôles qui sont moindres, qui sont moins importants. Mais il a toujours ce beau sourire et ce bel éclat d'amour dans les yeux. Et ça fait plaisir. En tout cas, vous le représentez vraiment très bien. Merci. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. C'est vrai que la voix, le premier jour où je vous ai vu, ça m'a impressionné. Je m'y attendais vraiment pas. Et donc du coup, en préparant l'interview, j'ai remarqué aussi que vous avez participé à de nombreux films ou jeux qui sont soit tirés de l'univers de la science-fiction ou justement de licences qui font partie de la culture geek, comme notre convention. Est-ce que ce sont des domaines qui vous attirent ou est-ce que c'est vraiment un hasard? Non, alors, déjà, il est toujours difficile quand on propose un travail à un comédien de dire non. Je suis restaurateur, on me propose un repas à préparer pour 150 couverts, je ne vais pas dire non. On me propose un beau rôle dans un film, je ne vais pas dire non. Sauf si le film ne m'intéresse pas, bien évidemment, parce que le rôle n'est pas... Mais c'est du plaisir que de travailler. Et quand quelqu'un vient et a la démarche de vous proposer quelque chose, vous n'allez pas lui dire non. Parce que un travail de comédien avec un réalisateur, c'est une collaboration. On n'est pas tout seul dans la vie. Même en doublage, on n'est pas tout seul. En doublage, on est dans un studio qui est clos, hein, pas de lumière. Il y a un ingénieur du son derrière vous. Il y a un directeur artistique. On travaille à 3. Le comédien, il a besoin des indications du directeur artistique et il a besoin aussi du savoir et de la connaissance que l'ingénieur du son a du film et du traitement du son. Parce que vous avez remarqué que maintenant, dans les films, les sons sont de plus en plus précis, sont de plus lourds, enfin, c'est la puissance. C'est voulu, c'est pour entraîner les spectateurs. Donc on est obligé, nous, de nous plier à ces bandes son qui sont très imposantes, très importantes, pardon, et il n'y a que le règle de l'ingénieur du son qui puisse nous aider à arriver à faire ce travail. C'est une petite démonstration que j'aime vous faire pour vous prouver qu'on n'est pas tout seul derrière un micro et que dans toute création, il y a plusieurs personnes qui travaillent main dans la main. On ne peut pas travailler tout seul. Un comédien ne peut pas dire « moi je me dirige tout seul », c'est très rare. Un comédien a besoin d'avoir l'oreille de quelqu'un qui l'écoute travailler, qui lui dit « oui, ça me semble bien, ça c'est... » On a besoin d'être guidé, autrement on part un peu dans tous les sens. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a justement, par rapport à ce que vous avez dit avant, autant un acteur de film, vous avez donc les petits soucis micro,
Il y a Madame Larsen qui marche. Voilà, merci. Par rapport justement aux acteurs physiques, humains qui sont là, donc effectivement on a tous les traits du visage, on peut voir un petit peu leurs émotions, leurs sentiments. Est-ce que justement par rapport aux jeux vidéo, est-ce que c'est plus compliqué de doubler, étant donné que c'est plus du dessin? Alors dans les jeux vidéo, il est très rare d'avoir une image. Moi, je ne suis pas spécialiste, j'en fais beaucoup, j'enregistre beaucoup de jeux vidéo, mais je ne les pratique pas. Bon, c'est dans mon mental, je suis un peu bloqué, c'est la vieillesse, je suis désolé. Mais bon, quand on nous demande d'enregistrer un personnage pour un jeu vidéo, on nous montre l'image, le dessin du personnage. Alors, vous avez remarqué que ce ne sont pas des angelots en général qu'on confie, ce sont des fous, ce sont des monstres, ou alors c'est des vieux sages, grands barbus, avec l'œil qui pend un peu, bref. Et c'est tout ce qu'on nous donne comme matériel pour imaginer le personnage. Quelquefois, il y a l'animatique, ce qu'on appelle l'animatique, donc les petites séquences où on voit le personnage en action. Et là, on est obligé d'être synchrone avec ce personnage. Mais vous avez remarqué que dans les anciens jeux, on voyait les bouches s'ouvrir assez mécaniquement. Il y avait 5 façons d'ouvrir la bouche. Maintenant, avec la 3D et les nouvelles techniques, on en est presque à du cinéma normal, c'est fabuleux ce qu'ils font. Et là, c'est vraiment du doublage. Mais on fait du doublage sur des toutes petites images. Tandis que le doublage au cinéma, l'écran, il fait 15 mètres sur 20 quelquefois. Et là, vous voyez tous les traits du personnage. Vous voyez son sourcil qui bat, vous voyez sa narine qui gonfle, vous sentez sa respiration. Alors, petite anecdote encore, il y a 2 ans, 3 ans, je vois comme ça la tête de Morgan Freeman, plein écran, énorme, et je le regarde et je dis, oh là là, il a vieilli. Et en moi, il y a une petite voix qui s'est élevée qui a dit, et toi, con? Eh oui, parce qu'en fin de compte, on vieillit avec le personnage que l'on double. Donc depuis 1992, j'ai vieilli avec lui, mais moi, je ne veux pas m'en rendre compte. Tandis qu'il faut que je le voie lui pour que je me rende compte qu'effectivement, je vieillis. Et c'est en regardant le visage et toutes les expressions des personnages que vous doublez que vous comprenez ce qu'est le personnage qu'il joue. Et on doit s'inspirer de ce qu'il fait. En dessin animé, c'est autre chose. C'est un peu plus caricatural. L'interprétation est quelquefois plus libre. Mais il doit y avoir beaucoup de précision dans le lip-sync, dans le doublage. Parce qu'une lèvre qui reste ouverte quand on a déjà fini le mot, c'est pas joli. Et bien pourquoi il reste la bouche ouverte? Ça veut dire que le doublage est mal fait. Que vous dire d'autre? Et donc les jeux, oui, les jeux autrement, ce sont des phrases qu'on enregistre. On a, sur un petit écran, on a le texte, et à côté de l'écran, il y a écrit en quelques mots l'humeur dans laquelle le personnage dit cette réplique. Donc vous voyez, c'est un travail, et on travaille très très vite. Donc il faut être rapide, il faut piger très très vite les situations, et c'est encore une fois en travaillant beaucoup de personnages différents au théâtre qu'on acquiert en soi la rapidité d'interprétation de telle ou telle émotion, de telle ou telle situation. J'insiste toujours pour dire, peut-être à ceux qui souhaiteraient faire du doublage, je le souhaite, ils ont certainement beaucoup de talent, mais d'abord de commencer par faire des études de théâtre. Voilà. Très bon conseil. Et j'avais une question, je l'ai perdue. Oui, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment fonctionne justement un enregistrement? Est-ce que vous entraînez avant? Est-ce que vous avez déjà les textes à l'avance? Je pense pour les lire une première fois quand même. Non. Alors, un très très grand film, une grosse distribution américaine, vous avez le film qui va démarrer dans toutes les villes du monde, même jour, même heure, ce sont des productions énormes. Par exemple, Morgan Freeman, qui a un des rôles principaux, vous pouvez demander à la production de voir le film en version originale avant, afin de connaître ce qu'est le film et s'en inspirer. Quelquefois, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur que le film soit piraté pendant les séances de projection. Petite anecdote, pour Batman, le dernier Batman, la production américaine nous a demandé d'aller à Los Angeles pour voir le film. Ils voulaient que les 8 comédiens principaux du film, comédiens français, avec l'ingénieur du son français, prennent l'avion pour voir le film à Los Angeles et reviennent le lendemain même sur Paris, uniquement pour voir le film. On leur a dit que non, c'était un petit peu bête. Du fait, on est allé le voir à Londres, dans une
salle de projection de la Warner, on a vu le film, et 2 mois après seulement, nous nous sommes trouvés en studio. On avait déjà un petit peu oublié le thème du film et son rythme, etc. Et là, on a eu un écran noir. Imaginez un écran noir comme ça. Vous voyez, moi, la tête que j'ai là. Eh bien, tout le reste de l'écran est noir et il y a simplement un rond dans lequel s'inscrit ma tête. Et c'est la tête du personnage que vous avez à doubler. C'est-à-dire que pour ne pas que le film soit piraté, il cache les 2 tiers de l'image. Vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là. Puisque vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ah ben tu sais, il tourne autour d'une table. Ah oui, mais pourquoi? Ça, c'est un petit peu de la folie. Donc on a tous râlé et on a pu travailler sur une belle qualité d'image pour faire le doublage. Alors le doublage, vous avez l'écran, et en dessous de l'écran, vous avez ce qu'on appelle la bande rythmo. Vous avez déjà vu ça à la télé, j'imagine. La bande rythmo, ben, c'est la bande sur laquelle sont écrits les dialogues de tous les personnages. Et vous avez une barre au milieu de cette bande rythmo, où dès que le mot arrive, sur cette barre, vous commencez à parler. Car c'est à ce moment-là où le comédien qui est à l'image au-dessus ouvre la bouche. Et il faut être dans son rythme. C'est-à-dire que la phrase, elle, a été écrite au rythme d'élocution de l'acteur au-dessus. Mais lui, il parle en anglais et le texte qui est en bas est en français. Donc quelquefois, il y a 25% d'écart de texte français par rapport à l'anglais. C'est-à-dire que le texte français est plus long que le texte anglais. Et il faut se débrouiller quand même pour être synchrone et donner toute la réplique dans les temps qui sont donnés. Donc c'est de la technique. Donc si on a cette technique, c'est très bien, mais la technique, à un moment, il faut l'oublier pour laisser place à l'interprétation, c'est-à-dire pouvoir faire une bonne interprétation du personnage. Et là c'est un travail difficile. Lorsqu'il s'agit de petites répliques, ça va. Mais quand il s'agit de dialogues serrés, quand il s'agit de gens qui se heurtent, qui s'engueulent, qui s'aiment tout simplement, bien, il faut s'adapter à leur rythme, à leur humeur, et c'est pas toujours facile. Et maintenant, autre information, on travaille en numérique, chaque voix est sur une piste. Et dès que 2 personnages parlent en même temps, c'est-à-dire se coupent, ou en s'engueulant, pardon pour l'expression, se chevauchent, on ne peut pas. Il faut faire le texte de l'un, après on fait le texte de l'autre, et l'ingé son mixe les 2. Mais comment voulez-vous jouer? À partir du moment où vous exprimez quelque chose dans une phrase, vous êtes interrompu par l'autre partenaire, qui ne vous interrompt pas, puisque on ne peut pas avoir sa voix en même temps que la sienne. Et là, c'est un travail qui n'est pas très facile. Et c'est là où il faut être très habile et bien compris.